Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Auditeurs des deux versions confondues, terminons l'année en beauté pour ce tout dernier épisode mis en ligne pendant cette 2024 sur le point de s'achever. Et pour cela, sachez que la vie m'a fait un cadeau qui a provoqué un changement de la dynamique habituelle de mon produit créatif. Un changement pour cet épisode 22 qui débute, un épisode unique. Et en voici le pourquoi et le en quoi. Produire chacun de mes épisodes est un processus en soi. Quand je mets en ligne un épisode, c'est le fruit d'un cycle qui dure environ 2 mois au total. Aussi, parce que je vise une mise en ligne par période mensuelle et que mon produit a le format et le contenu qu'il a, je dois plancher sur plus d'un épisode à la fois pour y arriver. Donc, par exemple, pendant que j'écris ces mots, je mettrai en ligne mon 20 demain matin, tout à la fois que je sois en pleine rédaction de mon 21, son segment confidence plus précisément, parce que j'ai déjà enregistré mes 3 autres segments et complété leur editing. C'est que je fais un grand bout du cycle en mode autoproduction. Pour la suite, j'envoie le produit audio RAW à ma proof listener, qui m'envoie à son tour ses commentaires. Je procède aux retouches de mon contenu s'il y en a à faire. Et ensuite, je passe au montage de mes tracks voix avec musique que je partage à l'ingénieur sono avec laquelle j'ai le bonheur de travailler depuis mon épisode 4. Afin qu'il mixe et masterise mon produit avec ses connaissances et ses outils de course. Mais en parallèle à mon 20 sur le point de terminer son cycle dans vos oreilles, à mon 21 en pleine ébullition dans ma tête, il y a aussi la naissance de ce 22, son germe, pendant que j'écris ces lignes. Et cette fois, quand est venu le temps de trouver l'idée qui me ferait écrire une nouvelle fiction pour repartir le cycle de production depuis le tout début, j'ai eu ce cadeau de la vie. Bing! Un courriel. Dimanche le 29 septembre, reçu à 15h14, que je lis après avoir dansé un 2 heures à l'avant-dernier pique-nique électronique de la saison. Donc, vers 18h. Bonjour Loïse, merci pour ton podcast et toutes tes histoires délicieuses. Je me reconnais beaucoup en toi. Hier, il m'est arrivé une histoire particulière, un hasard hasardeux, disons. J'arrête la lecture de ce courriel pour vous rappeler que cette auditrice, elle ne sait rien de moi, mis à part comment je me présente via mon produit créatif. Et surtout, elle ne sait pas que pendant qu'elle m'envoie ce courriel, je bosse sur la rédaction de mon segment universel de mon 21, qui concerne toute la force ultime du timing dans nos vies d'humains. Un hasard hasardeux, comme elle l'a dit dans son courriel, en bon québécois. Cependant que moi, je vis ces synchronismes depuis longtemps. Et c'est pour cela que je porte attention à la vie, que je lui accorde du temps et de l'espace au quotidien. Parce que je sais qu'elle nous écoute et qu'elle nous donne constamment les preuves de cette écoute. La vie, avec un grand V, m'offre donc ce cadeau de cette auditrice qui me contacte pour me partager un événement qui consolide le sujet sur lequel je bosse au moment précis où je reçois son courriel. Wow! Mais ce n'est qu'un début. Attendez la suite. Elle me raconte brièvement ce qui s'est passé la veille seulement, lorsqu'elle a croisé un individu qu'elle n'avait pas revu depuis janvier dernier. Mais surtout, elle effleure la possibilité de ce qui ne s'est pas passé. Donc, le rapport entre la réalité et la fiction. Et là encore, attention, elle n'a pas entendu le contenu de mon 20 qui n'est pas encore en ligne. Cette probabilité de ce qui aurait pu se passer la hante au point d'avoir gonflé en fantasme. Elle voudrait l'exorciser en mettant le tout par écrit, en me demandant si je suis intéressée à en être la réceptrice.
pour lui permettre de compléter cet exercice cathartique. Wow, que oui, je le veux. Et plus encore, je lui réponds par courriel à mon tour. Mon Dieu, quel privilège que tu me proposes. Je serais honorée et si le cœur t'en dit, je pourrais même narrer ton écrit comme fiction, ton fantasme ajusté à ma sauce et te donner tout le crédit, de manière anonyme bien sûr. Et ton fantasme partagé me donnerait l'impulsion de toute la suite de mon épisode. Bon, pause encore. Gardez en tête que je n'ai aucune idée de qui est cette humaine qui me contacte, encore moins de sa plume, de sa créativité mentale. Mais, comme presque toujours, c'est l'intuition qui me guide et je n'hésite pas. C'est proposé. Courriel envoyé. Bing! Elle me répond. Merci pour ton retour et pour cet accueil dans ton monde. Et comme les anglophones le disent, the rest is history. Au plus tôt dans notre cas, le restant, c'est de fait cet épisode en cours, qui prend donc une tournure inattendue et collaborative. Pour la toute première fois depuis le début de mon aventure de créatrice solo devant son micro. Cela étant dit, je ne serai encore que la seule que vous entendrez pendant tout cet épisode, parce qu'en cours d'échafaudage de tout ce 22 au contenu éclaté et spontané, assez tôt dans le processus, cette autrice m'a confié vouloir, elle aussi, demeurer anonyme, pour cause de rôle et responsabilité dans le tissu social. Sa voix qui contribuerait à un balado intimiste à propos de l'intimité, et plus spécifiquement à des clips de la sienne d'intimité, cela la démasquerait et la placerait dans une position qui pourrait compromettre sa crédibilité professionnelle. Bref, triste, mais encore un fait aujourd'hui. Un fait que je trouve bien hypocrite si vous voulez mon avis, que socialement nous devions taire nos idées de l'intimité incluant nos propres expériences, par crainte de représailles d'employeurs et ou de gens de nos entourages. Bien hypocrite parce que, of course que tout le monde aime parler de sexe et entendre parler de sexe. Bon, d'accord, bien sûr, pas tout le monde. Mais vous comprenez ce que je veux dire. L'humain socialisé a soif de rentrer dans la chambre à coucher des autres pour vivre par procuration. Et ça, c'est un fait si véridique que c'est même un des pourquoi je suis dans vos oreilles depuis septembre 2022. Cette envie de vivre par procuration qu'avaient des gens autour de moi quand je leur confiais quelques clips de mes expériences intimes. Bref, assez de tout cela, revenons à nos moutons, à ce cadeau que j'ai reçu et que je vous offre en retour, avec le consentement de cette autrice qui veut demeurer anonyme. Son récit érotique, cathartique, qui s'intitule Closure. Je marche dans le stationnement souterrain de l'hôtel. Il est presque minuit et la soirée est fraîche. Le vent de la nuit s'engouffre dans l'espace ouvert et bétonné à chaque nouvelle activation des portes automatiques. L'air frais au contact de la sueur sur ma peau me fait frissonner. Sueur jusqu'à sur mon cuir chevelu, à n'en avoir même humidifié ma chevelure. Résultat de plusieurs heures à danser. Il faut dire aussi que je suis légèrement vêtue, sachant que ma voiture n'était pas garée trop loin du lieu où j'y rencontrais des amis. Autour de moi, le bruit de mes talons hauts résonne en écho sur le mur que je longe, coincé entre cette paroi grise et une rangée de véhicules. Tout à coup, j'entends le crissement des pneus d'une voiture qui tourne rapidement à la recherche d'un stationnement. La basse émane du véhicule en vibrant à n'en faire trembler le sol tout en ciment. Je lève les yeux et soudainement, mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Non, impossible. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Merde. Cette ville est vraiment trop petite. Je me sens coincée. Est-ce que je me cache derrière une colonne? Est-ce que je devrais rebrousser chemin pour retourner à l'intérieur de l'hôtel? Mon cœur bat de plus en plus vite. Je me sens prise au piège dans mon propre corps. Je fige.
incapable d'avancer davantage. Je suis là, en plein milieu du stationnement, les pieds fixés à ce sol de ciment, coulé dans lui, saisi dans lui, provoquant mon immobilité. J'ai froid d'un frisson terrible qui s'additionne à celui de l'air frais. Je suis cloué sur place. Le conducteur a eu le temps de stationner son véhicule vrombissant et marche maintenant vers l'entrée de l'hôtel en regardant son téléphone. Il vient tout droit vers moi et ça y est, il lève enfin les yeux et m'aperçoit. Il fige aussi. Depuis notre rupture, nous ne nous sommes jamais revus ni reparlés. No closure. Je reste là quelques instants à le vriller de mes yeux. Mon souffle s'accélère. Ma rage augmente, gonfle, bout. Je m'avance vers lui et mon geste part, explosif, né de mon ressenti. Je le frappe d'une bonne claque au visage. Il ne bronche pas d'un poil. Ses yeux sont également fixés sur les miens. Je le frappe à nouveau. Deuxième gifle. Quelle satisfaction! Il reste stoïque, en caisse. Mais cette troisième fois, quand je m'élance pour le frapper à nouveau, il agrippe mon poignet avant que le coup ne l'atteigne et stoppe mon geste. Il s'approche de moi pour coller sa bouche à mon oreille et souffler. Chut. Je sens son érection sur ma cuisse. Il tient toujours mon poignet d'une main et de l'autre, il me prend par la gorge pour me plaquer contre le mur à proximité. J'ai les jambes molles. Je suis confuse. Je ne peux plus lui échapper. Il s'approche de moi, cette fois pour humer mon cou. Maintenant, il attrape mon deuxième poignet pour me maintenir les deux bras au-dessus de ma tête d'une seule de ses mains et de son autre main libérée une fois les miennes entravées. Il entreprend de défaire les délicats boutons avant de ma camisole en cachemire, dont les pans s'ouvrent. Une fois ainsi exposé, il empoigne mon soutien-gorge et le tire violemment vers le bas, découvrant mes seins sans cérémonie. Il prodigue quelques petites tapes sur mon sein gauche, puis d'autres sur mon sein droit. Je ne peux m'empêcher de laisser s'échapper des plaintes d'excitation. Sa main libre tapote de plus en plus intensément mes tétons et passe ensuite à l'intérieur de mes cuisses nues, moi revêtant une jupe courte. Sans crier gare, il vient me planter sa langue très loin au fond de ma gorge. Il sait à quel point cette pratique me fait perdre la tête. Je n'arrive plus à tenir sur mes deux jambes, tant cette scène est inattendue, inespérée, irréelle. Mes genoux lâchent et je m'affale au sol, le dos contre le mur de béton froid. Il empoigne mes cheveux et me tire à lui pour approcher mon visage à la hauteur de son membre, qu'il sort de son pantalon. Je n'en peux plus. Tout ce que je veux, c'est de cette fois sentir sa queue très loin au fond de ma gorge, à n'en avoir le souffle coupé. Avec sa main enroulée à ma tignasse humide, il me force à fixer son regard, yeux dans les yeux, pendant que de son autre main, il va recueillir quelques gouttes de son liquide préséminal du bout de ses doigts, avec lesquels il vient me barbouiller les lèvres, très lentement. Il me fait languir de longues minutes au sol, en frottant parfois son membre dans mon visage. Mes mains sont agrippées à son pantalon à présent. Je suis à genoux sur le sol rêche, ma langue tirée pour tenter de l'aspirer au passage. Je suis affamée de lui, moi, animal. Je commence même à rugir de rage par impatience. Il comprend qu'en étant dans cet espace public, il vaut mieux pour lui que je me taise. Alors cette fois, il m'enfonce d'un coup son sexe bien dur tout au fond de ma gorge et ne bouge plus. Le souffle coupé, je plane à me sentir rempli de lui. Enfin, je sens ses pulsions cardiaques dans ma bouche. Des larmes coulent sur mes joues par gag réflexe. Après quelques instants, il se retire rapidement et sans jamais relâcher sa poigne de ma chevelure. Il me force à me remettre en position debout pour me plaquer le ventre et la poitrine sur la voiture devant nous. Le bout de mes seins se durcit au contact du métal froid. Il soulève ma jupe et arrache ma petite culotte. Je sens l'air frais sur mes fesses et les lèvres de mon sexe. Tout en me maintenant plaqué contre la voiture en enserrant mes bras contre mon corps de ses mains puissantes,
Il amène son visage à quelques petits centimètres de mon cul pour s'en saouler. Je sens son souffle chaud sur mes grandes lèvres. J'attends qu'il sorte sa langue. Mais non, il n'en fait rien. Il se régale de la vue, longuement. Ensuite, il prend 2 de ses doigts et les place sur mon clitoris pour ne plus les bouger. Je sens ma sève bouillir. J'ai envie de crier. Il retire ses doigts de mon bourgeon, sa main encore si près de mon sexe. Je grogne, je cambre mon bassin pour essayer de l'atteindre, d'atteindre ses doigts en suspens. Je respire de plus en plus fort, j'ondule mon corps dans tous les sens pendant plusieurs minutes. Il me tient là. Une de ses mains tire mes cheveux vers l'arrière et ses 2 doigts se maintiennent à quelques millimètres de mon clitoris. Il les approche finalement. J'arrive à les atteindre en cambrant mon bassin au maximum, mais il ne les bouge pas. Je commence à faire moi-même des mouvements de haut en bas afin de faire parcourir ses doigts partout sur mes lèvres. Ma sève chaude et glissante enduit sa main. J'ondule mon corps pour me stimuler avec ses doigts, tandis que le bout de mes seins frotte sur le métal froid de la voiture. Je fais de plus en plus de bruit. Je rugis comme un animal sauvage. Il arrête tout d'un coup. Un homme vient d'entrer dans le stationnement. J'entends ses pas aussi. C'est le gardien de sécurité. Rapidement, il me prend par le cou. C'est maintenant lui qui est dos au mur et moi je suis collée dos à lui. Mes fesses sur son membre tellement dures de toute cette montée d'excitation. Il décide qu'il continue ses manœuvres sur moi. Il me met une main sur la bouche pour me forcer à me taire et de l'autre me masse le clitoris frénétiquement. Mes jambes sont en guenilles, je grogne de plaisir. Il masse de plus en plus rapidement mon bouton bien dur aussi, comme son sexe. Je vais bientôt exploser, je le sens. Il n'arrive plus à tenir sa main sur ma bouche alors. Je la prends entre mes mains pour la mordre. Il arrête quelquefois de me masser le clito pour venir me frapper, parfois les seins, parfois le visage. Cette douleur me fait gicler de plaisir et ce paroxysme me fait lui mordre très fort la main, laissant une empreinte violette de mes dents sur sa peau. L'agent de sécurité se rapproche de plus en plus. Je replace ma jupe et je referme les pans de ma camisole en croisant mes bras avant de me diriger vers ma voiture, mine de rien, mais chancelante pour qu'il porte bien attention. Lui, il repart vers l'entrée du bar de l'hôtel, sans doute pour y rejoindre sa nouvelle amoureuse. Auditeur, un rappel. Cette autrice de cette fiction n'a pas vécu cette scène dans le stationnement, mais c'est ce qu'elle aurait aimé vivre. En réalité, lorsqu'elle a croisé cet individu de son passé et qu'ils se sont vus, ils ont choisi de s'ignorer et de poursuivre leur chemin respectif en étranger. Mais ce fantasme de ce qui aurait pu arriver est né en elle, et elle m'a contacté pour m'offrir d'être la donataire de cette scène imaginée. Comment refuser un tel privilège? Surtout qu'en tant que créatrice de mon balado, c'est l'un des buts de tout mon travail, de vous inspirer à revenir à votre voix intérieure, à ce qui bouillonne en vous de pulsions de vie, pour ensuite vous donner cette impulsion de l'initiative dans vos existences. Son geste de me contacter, il a provoqué ce magnifique cadeau de Noël qu'est ce 22 dans vos oreilles. Apprenons maintenant à mieux connaître cette autrice par quelques questions. Et un rappel, non, vous n'entendrez pas sa voix, puisqu'elle préfère demeurer anonyme elle aussi, par crainte de jugement social, et puisque cela est bel et bien encore une triste réalité de nos vies d'humains socialisés, ce jugement défavorable d'un être né femme qui nomme sa sexualité, je me devais de lui offrir une expérience de sécurité émotionnelle pendant cette collaboration spontanée qu'est cet épisode. Pour pondre ce qui suit, nous avons utilisé la messagerie Messenger, au moyen de mélange d'écrit et d'audio. Première question. En quelques mots, sans aller dans les détails bien sûr, comment te décrirais-tu, surtout par rapport à ton contact à toi-même, à ton estime de toi-même, à ton lien avec ta dimension intime? Je suis une femme dans ma quarantaine.
Et je ne sais pas trop pour mon orientation. J'ai eu plus d'hommes dans ma vie et quelques expériences avec des femmes. Est-ce que c'est être pansexuel? Je ne sais plus. Je suis une personne empathique, très sensible. Je suis une amoureuse de mouvement, de toucher. Ça s'appelle kinesthésique? Peut-être. Dans l'intimité, je suis sûrement quelqu'un qu'on pourrait décrire de kinky. J'aime recevoir de la douleur. J'aime essayer et découvrir. J'ai beaucoup de fantasmes de voyeurisme, d'exhibitionnisme et d'autres histoires à écrire. Je suis allée au Club L une seule fois par curiosité avec d'autres gens, donc je n'ai pas vécu l'expérience escomptée. Quoi d'autre? Je suis célibataire parce que je ne mets pas de temps à ne plus l'être. J'apprécie la liberté, surtout depuis la dernière relation que j'ai eue. J'apprécie beaucoup d'être libre et de ne pas avoir de compte à rendre à personne. Mais en même temps, je le vois dans mon quartier que je suis la femme seule, celle qui fait ses trucs, qui tond son gazon. Je sais que je suis un énergumène, un peu weird, mais ça ne me dérange plus, et même que ça me fait plaisir d'être moins dans la conformité. Permettez-moi de mettre mes petits grains de sel à ce que cette autrice me donne de matériel pour épancher ma soif de partage. Dans cette réponse, un terme fut utilisé et vous me connaissez, j'adore les mots. Alors, investiguons rapidement son sens. Vous avez sûrement déjà entendu ce fameux pansexualité. Il fut au pic de sa popularité socialement il y a 4-5 ans environ. Je me souviens parce que je débutais ma relation avec celle qui fut mon amoureuse pendant 2 ans, elle qui est ma cadette de 12 ans. Une de nos premières conversations importantes fut à propos de ce terme qu'elle utilisait pour décrire son orientation sexuelle, la pansexualité. Tandis que moi, je continuais de me décrire comme une bisexuelle. Il y a 4 ou 5 ans, dire que mon orientation sexuelle était la bisexualité relevait presque de la folie, surtout dans le milieu queer, même si le B du LGBTQIA+, stands for bisexuality. À cette époque-là, la bisexualité était associée avec la binarité, homme-femme, de l'identité et de l'expression de genre. Un concept qu'il fallait faire évoluer socialement, je suis bien d'accord. Mais comme je l'expliquais alors à mon amoureuse, pour moi la bisexualité était très inclusive, au contraire, pas limitée seulement aux 2 bouts du spectre du genre humain. Dans mon 5, j'explique que l'identité sexuelle globale des individus est divisée en 4 corps. Le sexe biologique, donc l'état de fait qui nous fut assigné par Dame Nature. L'identité de genre qui est celle que nous choisissons d'utiliser comme nôtre dans notre tête. L'expression de genre qui est la manière que nous décidons de nous présenter au monde au niveau de notre image, de ce que nous projetons. Et enfin, l'orientation sexuelle qui est ce qui aiguille nos désirs d'intimité envers les humains qui nous entourent. J'ai toujours utilisé le terme bisexualité parce qu'à l'époque où j'ai grandi, c'était le seul qui rassemblait tout le spectre pour tout ce que je ressentais de désir. Désir que j'avais parfois envers des êtres nés hommes et d'autres fois envers des êtres nés femmes, mais qui se résumait surtout au fait humain lui-même. Je savais que j'étais une humaine, qui pouvait éprouver du désir pour un autre humain qui m'allumait, peu importe son identité de genre, son expression de genre, peu importe sa culture, peu importe son âge. Le charme n'a pas de limite. Le charme, c'est du ressenti. Et c'est ce que le terme plus moderne de pansexualité a voulu rendre. Cette inclusivité ultime. Son préfixe pan, venant du grec, signifie tout ou chaque. Bref. Éventuellement, pendant notre relation, mon amoureuse a mis l'œil sur un article qui réhabilitait le terme bisexualité pour lui redonner ses lettres de noblesse, en expliquant tout le cheminement que les humains vivant cette orientation sexuelle dans notre société avaient fait dans les dernières décennies. D'ailleurs, pour la petite histoire, la pansexualité, selon Wikipédia, est une orientation sexuelle retrouvée sous le terme parapluie de la bisexualité, du fameux B de l'acronyme LGBTQAI+, acronyme en constante évolution. Mais ça, c'est un autre can of worms que je n'ouvrirai pas pour l'instant. Qui sait, peut-être du matériel pour un épisode futur. Deuxième petit grain de sel que je veux tirer de la première réponse de cette auditrice-autrice.
être un énergumène d'humain parce qu'elle est une femme seule et autonome dans notre société. Disons qu'à la lecture de cette part de sa réponse, j'ai tout de suite ressenti un « Ah ouais, ça, je connais bien ». Moi, femme seule et autonome dans la société, depuis 2014, avec 2 relations significatives de quelques années au travers, mais qui me ramenaient à mon autonomie souvent, même pendant ces relations. Moi qui me rends dans les événements de socialisation sans partenaire à mon bras, ni sans être au bras d'un partenaire. Des soupers d'amis en paire, pour la plupart, des réunions familiales où je suis la seule à vivre le célibat. Moi aussi, je tombe mon gazon et je fais mes trucs seule. Juste hier, j'ai préparé mon garage à l'hiver en faisant du rangement et du tri, du ménage, du retrait de boyaux d'arrosage, etc. Et quand j'ai besoin d'aide, par exemple comme quand mon micro-ondes a décidé de rendre l'âme un matin dernièrement, et qu'il me fallait l'œil d'un expert pour déterminer s'il pouvait être réparé avant de choisir l'option qu'il ne soit remplacé, j'ai contacté un être né homme hyper bricoleur, équipé de tous les outils possibles et inimaginables, propriétaire de multiples unités locataires, mon voisin de Rive-Sud de surcroît, que la vie a placé sur mon chemin en décembre 2022. Mais sinon, autonome. C'est moi qui vais au garage avec mes pneus pour leur changement aux équinoxes en prévision des saisons de solstice. C'est moi qui m'occupe de mes impôts. C'est moi qui budgète. C'est moi qui cours les pratiques de basket de mes enfants. C'est moi qui... Je suis un énergumène socialement. Une femme seule, autonome et qui en plus assume sa sexualité. Disons que ça fait beaucoup. Alors, quand il me dit qu'elle se sent non conforme, oui, je comprends. Je comprends même très bien. Deuxième question. Peux-tu nous dire qui est cet individu que tu rencontres dans ce stationnement? Mieux nous expliquer votre lien. Quel est l'espace-temps qu'il a occupé dans ta vie et sa qualité à cet espace-temps? C'est une personne qui aurait dû être dans ma vie seulement au niveau sexuel. Je n'aurais pas dû le laisser rentrer dans d'autres sphères de ma vie. Je pense qu'au départ, il m'a peut-être attirée parce qu'au niveau académique, c'était quelqu'un que je trouvais brillant. Donc moi, je l'admirais beaucoup à ce niveau-là. Quelqu'un qui est cultivé, qui a beaucoup voyagé, qui parle plusieurs langues, qui poursuivait des études universitaires supérieures. Mais au niveau des relations humaines, c'était absolument horrible. Je trouvais ça beau, il était en thérapie. Il consultait thérapeute et psychologue pour tous les trucs qu'il a vécu dans sa vie. Je trouvais ça beau. Surtout venant d'un homme, en plus issu d'une culture différente dans laquelle il y a de gros préjugés face à la santé mentale. Je croyais à sa démarche. Mais il avait vécu plusieurs traumas dans sa vie, provoquant de grandes insécurités. Alors dès que je n'étais pas avec lui, il croyait que j'étais partie le tromper. Je ne veux pas aller dans les détails, mais c'était vraiment horrible comme relation. On a aménagé ensemble et ça a été la catastrophe. Pire erreur de ma vie. Tout ça est derrière moi, mais j'ai eu beaucoup de troubles au travers de cette expérience, même des symptômes de stress post-traumatique. Je pourrais aller jusqu'à dire ça. Il essaie encore de rentrer en contact avec moi, mais j'ai vraiment bloqué tous les accès possibles ou presque. Il prétendait être une personne qu'il n'était pas et moi, au début de notre relation, tous les fantasmes que j'avais dans la tête, j'avais envie de lui en partager parce que je me sentais à l'aise avec lui et il me l'a demandé. Qu'est-ce que tu aimerais? Et je lui en ai partagé un. Et ensuite, il m'a vraiment slut-shamé sur ce que je venais de lui partager. Donc, j'ai eu plein de flags tout au long. Et ça aurait été le bon moment de faire « Ah, mon Dieu, tu veux que je te partage des choses et après ça, tu me fais sentir vraiment mal? » Ouais, alors voilà, c'est assez. C'est ce que je peux en dire. Toujours des grains de sel de ma part. Au début de sa réponse, cette auditrice, elle explique être tombée en désir pour cet individu, surtout pour ses capacités intellectuelles. Elle dit que les faits qu'il soit cultivé, qu'il ait voyagé beaucoup, qu'il parle plusieurs langues et qu'il soit aux études supérieures, aient tous contribué à ce qu'elle soit attirée par lui. Et ça, chers auditeurs, c'est ce que l'on appelle la sapiosexualité. En effet, le dictionnaire en ligne Le Robert nous le confirme, presque dans les mots que cette auditrice a elle-même utilisés. Un être sapiosexuel éprouve une attirance sexuelle pour les personnes perçues comme brillantes, cultivées. Ce genre d'attirance, je l'ai vécu également et je sais qu'elle est bien réelle.
Toute ma vie, j'ai cru au fait que l'attirance fonctionne toujours d'abord par ce oomph ressenti ou non physiquement. Et puis, à un moment au cours des 2 dernières années, il m'a fallu aller au-delà de l'apparence physique pour établir une connexion intime. Et j'ai découvert toute la puissance du cerveau dans le développement d'un lien intime. Je suis tombée en désir pour le cerveau d'un individu avec qui la communication était d'une fluidité et d'un plaisir incroyable, et qui me stimulait le cerveau d'abord et avant tout. Je joindrai dans les notes de ce 22 en cours un article tiré de la vitrine culturelle de toute l'actualité de la France et du monde, qu'est Le Point. Un article qui s'intitule « Sexualité et le cerveau dans tout ça ». Ayant pour chapeau, terme désignant cette phrase placée sous le titre, les découvertes des neuroscientifiques montrent que le cerveau agit comme le chef d'orchestre de nos désirs et de notre jouissance. Une lecture instructive. Et puisque nous sommes dans l'approfondissement de terminologie, un autre grain de sel, suite à cette deuxième réponse de cette auditrice-autrice. Elle a utilisé le terme anglophone « slut-shamer », sa version francisée du « slut-shaming ». Sur le site Internet du Conseil du statut de la femme, un organe de l'État québécois qui fut créé en 1976, nous retrouvons cette définition du slut-shaming. Ouvrir les guillemets. Néologisme composé des mots anglais slut, salope, et shame, honte, désigne le fait de critiquer, stigmatiser, culpabiliser ou encore déconsidérer toute femme dont l'attitude, le comportement ou l'aspect physique sont jugés provoquants, trop sexuels ou immoraux. Les attaques peuvent être physiques ou morales et elles entretiennent l'idée que le sexe est dégradant pour les femmes, fermez les guillemets. Nous voilà revenus à cette idée qu'une femme dans notre société, ses comportements, surtout en lien avec la sexualité, il reste scruté d'un autre œil que ceux d'un être né homme. L'être né femme, collectivement, elle est inscrite dans notre biologie comme la mère. Donc, lorsqu'elle exprime et embrasse sa sexualité, sa pulsion de vie, elle se transforme en putain. Ma petite théorie, pour avoir déstabilisé quantité d'humains au cours de mon existence, tout simplement par le fait que je suis une femme qui assume sa sexualité. Allez, on continue. Troisième question. Cette violence dans les gestes, est-ce que c'était votre dynamique régulière pendant votre relation ou était-ce plutôt quelque chose que tu aurais aimé vivre avec lui? C'était effectivement la dynamique intime régulière. Notre intimité n'était pas une célébration de notre amour, plutôt qu'un exutoire. Il y a toujours eu beaucoup d'intensité dans mes relations intimes avec lui. Il y a eu une gradation aussi. Au début, c'était juste passionnel. Puis, à un moment donné, je me souviens au début, il me semble que j'avais des marques partout, j'avais des bleus partout. Sur mes cuisses, sur mes fesses, c'était vraiment intense. Puis, à un moment donné, on rajoutait toujours des couches dans cette intensité. Et quand il y avait des demandes plus particulières, c'était toujours nécessairement bien accueilli tant qu'il n'y avait pas tant qu'il n'y avait pas d'autre homme dans le décor. Que je ne lui demandais pas d'ouvrir le couple ou quoi que ce soit, lui était correct avec ça. C'est drôle parce que son insécurité dans la relation au quotidien ne se reflétait pas dans l'intimité. Et puis, sous question. Cette dynamique décrite ressemble beaucoup à du CNC, Consensual Non-Consent. Est-ce que tu connais cette pratique sans faire de recherche? Et si oui, est-ce que c'était une pratique entendue entre vous? Oh, non, je ne connais pas le terme. Alors, permettez-moi, chers auditeurs, d'encore faire un petit aparté en prenant cette occasion pour vous introduire brièvement à cette pratique BDSM qu'est le CNC. Si vous êtes un nouvel auditeur, je vous conseille de plonger dans mes 13 et 14 des épisodes yin-yang consacrés à tenter de démystifier ces concepts qui cumulent en cet acronyme de 4 lettres que sont ce BDSM. Pour révéler les 3 paires de lettres, Bondage, Discipline, Domination, Submission, Sadisme, Masochisme. Sur le Wiktionnaire,
dictionnaire en ligne par lequel on peut retrouver des définitions de néologismes, ces termes plus récemment apparus dans nos langages humains, toujours en progression. Voici ce qui est dit pour ce CNC, ce Consensual Non-Consent en anglais, qui aurait pour équivalence française les mots consentement non consensuel. A mutual agreement between partners to be able to act as if sexual consent has been waived. Rape roleplay, for example. En traduction libre, une entente mutuelle entre partenaires pour être capable d'agir comme si le consentement sexuel avait été retiré. Jeu de rôle pour recréer, par exemple, un viol. Je sais, c'est gros. Mais l'intimité, les désirs, ce sont des idées personnelles à la base. Et ce qui motiverait des partenaires à tenter ce genre de dynamique BDSM pourrait prendre source dans des expériences vécues qu'un des partenaires voudrait revivre afin de mieux les catalyser. En effet, parfois, lorsqu'un humain a vécu un trauma, rejouer la scène avec un certain recul et une intention de guérison peut s'avérer d'une évidente efficacité. À ce sujet, je vous recommande la lecture d'un livre coécrit par 2 Américains, le sexothérapeute David Ortman et le psychologue Richard Sprott, intitulé Sexual Outsiders: Understanding BDSM Sexualities and Communities, qui m'a aidé à parfaire mon éducation de ces idées encore trop peu nommées socialement, liées à l'aspect thérapeutique des jeux consensuels, même lorsqu'ils ont des airs de consentement non consensuel. Et bien sûr, au-delà d'une catalyse personnelle, le viol reste un fantasme plutôt commun parmi la population des êtres nés femmes. Dans un article intitulé « Fantasme du côté de l'interdit », publié dans le Québec Science le 18 février 2015, on retrouve ceci. Ouvrir les guillemets. Quant aux femmes, plus de la moitié ont des fantasmes coercitifs, impliquant d'être soumises sexuellement, contraintes, voire violées. Entre 9% et 17% des femmes ont comme fantasme favori et le plus intense d'être forcées. Cela n'a aucun sens. Pourquoi une femme fantasmerait-elle sur un événement aussi terrible? Se demandaient en 2008 Jenny Bivona et Joseph Critelli, chercheurs en psychologie à l'Université North Texas. Pour mieux comprendre, ils ont interrogé 355 étudiantes sur leurs fantasmes et sondé leur personnalité. La moitié d'entre elles fantasmaient effectivement sur le fait d'être sexuellement forcées par un homme. 20% y rêvant même au moins une fois par semaine. Les chercheurs ont évalué les 3 théories les plus souvent avancées pour l'expliquer. Selon la première, le fantasme de viol serait une manière pour les femmes d'exprimer leur désir sexuel sans honte ni culpabilité sociale. La seconde est en lien avec la désirabilité. Les femmes aimeraient s'imaginer si belles et si attirantes qu'aucun homme ne pourrait se retenir à leur vue. Dernière hypothèse, le fantasme de viol traduirait une ouverture d'esprit, une audace sexuelle, une absence de tabou. Contre toute attente, l'étude a démontré que cette dernière théorie est celle qui se vérifie le mieux, même si les chercheurs ont aussi trouvé une corrélation entre l'estime de soi, voire le narcissisme, et la fréquence des fantasmes de viol. Rien de forcément dramatique, ni de tordu, donc à fantasmer sur un rapport violent. Fermez les guillemets. Malgré tout, la pratique du CNC n'est pas une carte blanche pour les agresseurs de ce monde. Pas plus que cet article qui présente des statistiques et des théories à propos du fantasme qu'ont certaines femmes de vivre un viol ne l'est. Chaque pratique sexuelle, même les plus extrêmes, doit naître d'une discussion limpide entre partenaires consentants, qui connaissent dès lors les règles du jeu et ont décidé d'y adhérer en sachant qu'ils vont de l'avant dans un climat de confiance et de sécurité. Ensemble. Équipés d'un safe word, par exemple. Ce fameux mot convenu entre partenaires de jeu structurés qui signifie, lorsqu'utilisé, on stoppe tout, comme le classique rouge emprunté du code des feux de circulation. 4e question. Tu as nommé ton récit érotique de ce fantasme du « Comment tu aurais aimé que les événements se déroulent lorsque vous vous êtes rencontrés dans le stationnement » Closure.
Est-ce que si tu avais vraiment vécu cette situation, tu l'aurais eu, ce sentiment d'une porte fermée paisiblement? Tu dis, si j'avais vécu cette situation, est-ce que j'aurais eu ce sentiment de porte fermée paisiblement, de closure? Jamais de la vie. Ça aurait été absolument... on aurait réouvert une porte et là, on aurait réembarqué dans un cycle. Comme un peu comparer ça avec une addiction. Je veux dire, par exemple, une fois que tu t'es embarqué dans les alcooliques anonymes, tu ne veux pas refranchir. Ça te prend quasiment un sponsor. Il ne faut pas que tu retournes là-dedans. Donc, non, ça aurait été réouvrir la porte à tout cela. Et puis, je me serais rembarquée dans quelque chose d'autre. Non. Donc, la porte fermée paisiblement, il n'y a rien de paisible dans cette histoire-là. Fermer la porte est l'une de mes expressions personnelles. J'ai ficelé un épisode de type annexe à propos de mon vocabulaire personnel, mon annexe B. Et je dois vous avouer que je ne l'y ai pas incluse celle-là, cette expression de fermer la porte. Donc, j'en profite pour la clarifier ici. Lorsque l'on débute l'établissement d'un lien intime avec un autre humain, je dis qu'il y a la naissance d'une connexion. Ensuite, peu importe le temps que durera cette connexion, que ce soit pour quelques heures, par exemple si la connexion est née via une application de rencontre et que l'on débute une communication par écrit avec un individu potentiel candidat d'une connexion intime réelle, il se peut qu'il ne faille que quelques heures pour réaliser que, ah non, il vaut mieux se dire bonne continuation. Plusieurs jours, par exemple. Super communication par écrit, mais au moment de la rencontre dans la réalité, pas de oomph qui révèle le degré d'attirance. Ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même plusieurs années, si la connexion prend racine de manière significative. Fermer la porte, c'est ce que je crois que nous devrions tous apprendre à faire quand nous en venons à constater par ressenti que ça y est, notre entremêlement de notre chemin de vie avec celui de cet humain avec qui nous avons connecté, le temps d'un instant sur notre ligne du temps, a touché à sa fin. Fermer la porte, avec respect et paix. Merci pour tout ce que nous avons échangé, mais il est venu ce moment où nous devons choisir de reprendre chacun notre route, sans l'autre, pour préserver la mémoire de ce qui fut, afin de ne pas la détériorer avec du ressentiment. Ce fait de se souvenir avec aigreur de quelque chose, selon le Larousse en ligne. Fermer la porte respectueusement aussi pour l'aspect karmique. Trop souvent, les humains oublient que nous sommes interreliés par une collectivité d'espèces. Nous comporter avec l'autre comme nous aimerions que l'autre se comporte avec nous. Aussi simple que ça. Aimez-vous les uns les autres. Fermez la porte respectueusement, paisiblement pour l'autre, mais pour vous aussi. Se pardonner ces fois-là où la connexion que nous avons choisi d'entretenir nous a apporté de la souffrance. Passer par-dessus cette culpabilité de ne pas s'être respecté soi-même à l'avoir entretenu trop longtemps. Ou se pardonner de ne pas avoir agi au mieux de ce que nous aurions pu envers l'autre. Bref, fermer la porte pour l'autre, mais pour soi aussi. Nous aider à poursuivre notre chemin avec un sentiment de complétude satisfaisante. 5e question. Est-ce que l'exercice de mettre en mots ce fantasme t'a aidé et ou tout ce processus de collaboration pour créer l'a fait? Oui, ça m'a tellement aidé. En fait, c'est comme si ça s'était passé pour de vrai. C'est comme si, tu sais, au début, quand je disais que je voulais exorciser le truc, mais le fait de l'avoir tellement adressé avec toi, c'est comme si finalement ça s'était réellement passé, tu comprends? C'est très libérateur. Alors oui, cette autrice et moi, nous avons étroitement collaboré dès qu'elle a accepté toute cette aventure de mise en ligne de son fantasme né d'une situation bien réelle. Ce que vous entendez, c'est le résultat ficelé d'échanges incessants entre nous pendant plusieurs semaines. J'avoue que j'en suis même venue à développer un attachement envers cette inconnue avec qui je semble avoir beaucoup en commun. Donc, à ces réponses audio qu'elle m'offrait,
J'offrais ma perspective lorsqu'il était pertinent de le faire ou tout simplement mon écoute active si c'est ce dont elle avait besoin. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est surtout ce qui se passe lorsque l'on développe un lien de confiance avec un autre humain, que l'on se sent assez en sécurité émotionnelle pour se laisser aller à notre vulnérabilité, ce qui nous permet de nommer du ressenti, de l'extérioriser et oui, d'ainsi l'exorciser. Lorsque cette auditrice m'a contactée, je l'ai reçue comme un cadeau et elle, mon accueil, elle l'a reçu comme un cadeau. La réciprocité. C'est mon souhait actuel pour mes relations humaines que je veux dans ma vie, leur qualité première. Et cette collaboration, c'est ce que ce fut. Une très belle réciprocité. Pour la suite, permettez-moi de sonder cette auditrice à propos de son rapport à mon projet créatif. Je suis curieuse de m'offrir cette incursion dans la réceptivité de mon univers. 6e question. Comment as-tu découvert ces sexes-ci et avec quel épisode as-tu commencé? Te souviens-tu? C'est au travers une entrevue radio que tu as faite à l'émission La Sexploratrice que j'ai découvert ton univers et j'ai commencé avec tes 2 épisodes BDSM qui touchent aussi à l'univers des sex clubs. Ça m'avait allumé parce que j'aime beaucoup les récits et les livres érotiques et je suis très geek de la sexualité en général. Je ne regarde pas de porn, je ne regarde pas YouPorn et toutes ces affaires-là, aucune porn. J'ai assez d'images et d'affaires dans ma tête pour me nourrir avec ça. Mais c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 histoires-là et après toute l'analyse et ton côté geek de la sexualité que je trouve vraiment le fun. J'aime beaucoup apprendre en général sur le corps humain, ça m'intéresse vraiment, le mouvement, tout ça. Je suis passionnée du corps et du mouvement. Sans tomber dans les indices qui feraient en sorte que cette auditrice pourrait être reconnue par certains, disons seulement que, de fait, lorsqu'elle et moi avons commencé à communiquer, nous avons vite compris que nous partagions un amour commun, la danse. Bien que les styles musicaux qui nous fassent nous déhancher soient différents, elle a besoin, elle aussi, de cette forme de dose de mouvement dans sa vie. Au printemps 2024, j'ai eu l'opportunité de me retrouver en ondes radio à 3 reprises avec Mélanie Trudel, la sexploratrice, et Maxime Lacasse, qui était alors son co-animateur. La première fois, j'étais désorganisée dans mes réponses et nerveuse, mais après un peu de coaching de la part d'un ami qui est un professionnel de la communication dans les médias, j'ai été plutôt satisfaite de ma 2e livraison ainsi que de ma 3e, même si, dans ce dernier cas, le sujet fut autre que celui de mon balado. Enfin, ce côté geek de la sexualité que j'ai, il m'est si important que c'est pour cela que je planche à mon segment Réflexion universelle qui me demande beaucoup de travail et qui différencie mes 2 versions. J'y tiens à cet exercice de démystification et de matière à faire des liens parce que j'y crois. Personnellement, je suis du type « explique-moi » pour susciter mon engagement. Ma réflexion universelle, elle joue ce rôle dans mon produit, ce rôle de bois d'allumage pour votre curiosité d'humain. Le sexe est partout et dans tout, c'est un fait. J'aime le dénicher dans tous ses recoins et l'exposer là où je le trouve en mettant des mots sur toute sa myriade de déclinaisons. 7e question. Pourquoi as-tu pensé m'écrire pour me partager ce fantasme? Bon, alors, pourquoi j'ai pensé à toi pour te partager le fantasme? Dans le fond, je pense que c'est ça. J'ai écouté tous tes épisodes et certains plus d'une fois. J'ai beaucoup aimé ton approche de partage du fruit de tes recherches et ça, c'est quelque chose qui m'allume vraiment beaucoup. Bien sûr, à force d'écouter tes épisodes, j'ai découvert que nous avions plusieurs points en commun, soit dans nos valeurs ou nos intérêts ou notre façon de voir la vie ou les relations. Je me reconnais beaucoup aussi dans ta grande soif de liberté. Je me sens comme ça aussi. Je me fais approcher par des hommes qui sont déjà en couple et qui veulent évidemment avoir quelque chose en parallèle. Je t'ai aussi approché parce que même si on ne se connaît pas, je te fais confiance. On dirait que le fait que t'as tellement voulu me mettre à l'aise et me faire sentir en sécurité que vraiment je n'ai aucune raison d'avoir peur de te confier quoi que ce soit. Donc ça m'a vraiment permis de te partager l'histoire sans avoir peur. Même si je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais vraiment lui envoyer ça? J'ai aussi le sentiment que tes récits, soient fictifs ou réels, ont créé un genre d'espace entre nous pour que je puisse y déposer des choses aussi.
Il y a plusieurs de tes histoires que je pouvais très bien m'imaginer les avoir réfléchies moi-même. Certaines choses, je me disais « Oh wow, j'aimerais tellement vivre ça moi-même ». C'est certain que j'aime ta plume, le choix de tes mots. T'as vraiment une richesse dans ton vocabulaire. J'aime ta voix, les intonations, tes pauses, comment tu organises tout ça, ton interprétation. Ça va peut-être être étrange ce que je vais te dire, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours plein de fantasmes, tellement d'histoires dans ma tête. Je pense que j'en suis venue à un point où je fantasme aussi un peu sur toi. Il m'arrive parfois de m'imaginer que nous nous rencontrons dans un endroit pour prendre un café, que tout va bien, que l'on discute et que finalement, tu me proposes un genre d'initiation aux jeux BDSM, par lesquels je serais ta soumise, des choses comme ça. C'est gênant, j'aurais dû te l'écrire plutôt que te faire un vocal. Ok, c'est tout. Je terminerai en touchant à ce dernier point que cette auditrice-autrice a eu le courage de mettre en mots. Ce que mon projet a suscité en elle d'éveil de désir à mon égard. Il y a 1 an environ, au moment où j'écris ces lignes, je recevais mon premier courriel d'auditeur qui m'était des inconnus. Un couple qui avait écouté mon épisode 7, celui à propos des sex clubs, qui me disait que mon balado les avait inspirés à faire le saut de cette expérience. C'était incroyable comme feeling. Leur initiative à me contacter était une preuve concrète que j'avais atteint un de mes buts. Vous inspirer à suivre votre pulsion de vie en prenant action dans vos existences par l'exploration de votre intimité. Je me sentais privilégiée, honorée, comme quand cette auditrice-autrice qui est la collaboratrice de ce 22 m'a contactée. Avec ce couple, il a été question que nous nous rencontrions. Je leur ai suggéré de faire une entrevue avec eux une fois qu'ils seraient allés au Club L, endroit qu'ils voulaient visiter. La vie étant ce qu'elle est, des événements survenus dans leur existence ont repoussé cette expérience de semaine en semaine. Et en janvier, donc presque 3 mois après le début de notre connexion, l'être né homme du couple m'a dit qu'il pensait pouvoir enfin visiter le sex club le lendemain. Il me contactait pour prendre une chance et me demander si j'y serais. Honnêtement, ce n'était pas du tout mon plan, mais mon intuition m'a soufflé de m'y rendre. Finalement, le couple n'y était pas. Mais c'est ce soir-là que j'ai eu une conversation avec Mathéo, le copropriétaire du club avec sa femme André, à propos de mon balado, et c'est lui qui m'a mise en contact avec Mélanie Trudel, la sexploratrice. On dit que rien n'arrive pour rien. Ce couple qui m'a contacté, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais l'être né homme du couple a laissé planer l'idée que nous pourrions jouer les 3 ensemble. Sur le coup, je ne voulais pas accorder d'attention à cette demande indirectement formulée de sa part. Personnellement, je ne me ferme à rien en général, mais je savais que, dans leur cas, puisqu'ils m'avaient contacté via mon projet créatif, mon but de rencontre était fort différent. Après eux, d'autres auditeurs m'ont contacté, dont 2 originaires de la France. Dans leur cas aussi, la demande de jouer ou d'être playful dans nos échanges textos est venue, indirectement ou maladroitement. Cela m'a blessée, je l'avoue. J'ai dit à une très bonne amie que ça me décourageait de penser que mon projet était peut-être perçu principalement comme une vitrine d'accès à une femme sexuelle. Et bien sûr, cela était injuste. D'autres auditeurs m'ont contacté sans formuler de telles propositions, pour me partager leurs impressions de ce que mon projet suscitait en eux, à un autre niveau, des commentaires beaux comme des cadeaux. Et puis le temps a passé et ma réflexion a évolué. Même face à ces auditeurs qui m'avaient contacté en désir de la femme que je semble leur être via mon projet. Si mon projet a éveillé leur désir, c'est déjà un objectif d'atteindre, n'est-ce pas? Cela signifie que leur imaginaire fut mis en branle, au point qu'ils me contactent, qu'ils en aient l'initiative. Et c'est énorme. Dans notre monde de démotivation et d'apathie, l'effort qu'ils ont fait de me faire un coucou, je me devais de le reconnaître. Quand ces auditeurs m'ont fait leurs propositions, j'ai utilisé mes mots pour leur dire merci, mais non merci. Je dois accepter que ce genre de proposition ne soit pas surprenant. Ce serait naïf de ma part de ne pas comprendre que cela fait partie de la nature humaine, de tenter le coup, de contacter la créatrice d'un balado intimiste pour lui dire, en quelque sorte, « Salut, tu m'allumes ». Alors voilà, cet épisode de collaboration se termine. Et ce que je veux vous offrir comme fin, c'est qu'il y aura une suite de collaboration entre cette auditrice-autrice et moi pour l'épisode 23.
celui qui vient en janvier 2025. Disons que notre communication a fait naître une flamme de désir mutuel et que sans s'être encore rencontrés, nous sommes assez allumés l'une par l'autre, avec réciprocité, pour que nos cerveaux sapiosexuels se soient séduits en mots, suffisamment pour pondre une suite qui, là encore, aura un nouveau format. La croisée de nos chemins à cette humaine et moi a provoqué un changement au cours tranquille de l'évolution de mon projet. Se transformer, n'est-ce pas la seule constance de cette existence? Allez, je vous souhaite de prendre un moment pour méditer sur tout ce que cette 2024 vous a apporté de matière à réflexion et à évolution, en vue de débuter une nouvelle année, prêt à poursuivre avec amour toute cette aventure humaine pour laquelle il faut beaucoup de courage. En ce temps des fêtes, célébrez-vous.